Ça ne va jamais s'arrêter. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité cinéma et séries de la semaine. Une petite indication, la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo actualité car je prends ma dernière semaine de vacances de l'année. 3 semaines dans l'année, je me permets. Pas de vidéo actualité, il faudra attendre la semaine d'après, mais je vous ferai encore une fois un résumé des 2 semaines. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vraiment tout regarder pour vraiment votre culture et voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mois et années à Hollywood et au-delà, et surtout pour participer au débat dans les commentaires parce que j'ai envie d'avoir votre avis sur tous les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais comme d'habitude remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nos bibliothèques streaming sont parmi les moins intéressantes du monde entier. On a beaucoup moins de films et même de séries parfois que tous les pays du monde. Parfois vous cherchez un film, voir s'il est disponible en streaming chez nous, mais il ne l'est pas. Par contre, il est chez nos voisins belges par exemple, ou suisses, ou même outre-Atlantique, les Canadiens, qui eux ont la VOSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse, et un catalogue bien plus fourni, bien plus colossal, soyons honnêtes, avec tous les films qui sortent régulièrement, des gros films comme Les Gardiens Galaxy 3 par exemple qui est déjà disponible, La Petite Sirène qui sera disponible début septembre, ou alors même des films indépendants dont vous ne savez pas forcément l'existence, mais qui sont bien plus présents partout sur toutes les autres plateformes de streaming. On est vraiment désavantagé par ça, vous allez vraiment découvrir un monde de cinéma différent. De même pour le sport, plein de sports différents sont disponibles, comme des courses automobiles en direct chez nos voisins. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium d'après moi est essentiel aujourd'hui. Prenez un VPN en Inde, en Argentine et vous l'avez pour beaucoup moins cher. Vous serez bien plus en sécurité qu'un VPN sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. Vraiment, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On commence avec une petite polémique assez étrange, mine de rien, c'est la polémique par rapport à Bradley Cooper qui va réaliser son prochain film qui sort le 20 décembre, si je dis pas de bêtises, sur Netflix. Le film s'appelle Maestro et sera un biopic sur la vie de Leonard Bernstein. Et la polémique est survenue non pas du fait que le film, honnêtement, a l'air sympathique, mais sans plus, on dirait juste un film à Oscar. Je l'aime bien en tant que réalisateur, hein, mais honnêtement, le film ne me donne pas particulièrement envie, mais je vais le regarder. On dirait vraiment ces films Oscar bait, comme on appelle ça, qui veulent aller choper des Oscars plus qu'autre chose. Et la petite polémique s'est lancée par rapport au fait que Bradley Cooper dans le film a une prothèse sur le nez et beaucoup de personnes considéraient que c'était antisémite de mettre une prothèse pour ressembler au personnage, enfin au personnage, la personne qui a réellement existé, mais le personnage dans le film, parce que là on voit Bradley Cooper avec la prothèse, voici Leonard Bernstein à peu près au même âge, et voici Bradley Cooper sans la prothèse. Tu te dis, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre une prothèse pour plus le ressembler? Beaucoup crient à l'antisémitisme et je peux comprendre la logique. C'est clairement un stéréotype lié au judaïsme, les gros nez justement, et le fait d'avoir mis un gros nez aurait pu être quelque chose qui a un rapport avec de l'antisémitisme. Surtout si c'était pour agrandir son nez ou des choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu le ferais? Là, la critique vient du fait qu'il a mis une prothèse alors qu'il en avait pas besoin. Dans ce cas-là, je pense pas que c'était par méchanceté ou antisémitisme, donc je n'irai pas jusque-là. Je peux comprendre pourquoi certains pensent ça, mais je n'irai pas jusque-là de une. Et surtout, la famille Leonard Bernstein a été consultée pour faire le film et ils ont donné leur accord concernant la prothèse. Apparemment, ça permettait à Bradley Cooper d'encore plus le ressembler. On verra lorsque le film sortira, mais écoutez, si la famille est ok avec ça, qui est-ce que la prothèse dérange? On est d'accord que personne, surtout que clairement Bradley Cooper, il fait ce film par amour plus qu'autre chose. Il va pas mettre une prothèse pour être antisémite. Voilà, c'est juste un débat que je trouve un peu stérile. Le débat aurait été intéressant si pour le coup la famille était contre et eux trouvaient ça antisémite. Là, il y aurait un vrai débat, mais c'est pas le cas. Du coup, bah voilà, c'était la polémique un peu de la semaine. C'est pas la seule, mais on va en parler juste après du reste. Vous le savez, à Hollywood, en ce moment, il y a la grève des scénaristes et des acteurs, et du coup, la grève des acteurs fait que les acteurs ne peuvent pas donner d'interviews, ne peuvent pas participer au marketing des films qui sortent. Les analystes d'Hollywood estiment que les pertes liées au manque de marketing de la part des acteurs seraient de 15% du box-office. 15% du box-office, c'est colossal. On va en parler dans cette vidéo, mais vous allez voir que 15% d'un box-office, même de 600 millions, ça pourrait sauver un film, et même sauver un studio. 15%, ça peut être 100 millions. C'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que plein de films sont décalés, c'est que sans marketing de la part des acteurs, perdre 15% du box-office, et encore, ces 15% aujourd'hui, ça peut augmenter, c'est colossal, extrêmement
carrément dangereux pour les studios qui pourraient sortir des films qui flopent. Donc encore une fois, ne sous-estimez pas l'importance des acteurs dans le marketing et l'importance de cette grève qui va vraiment tout changer, et ne soyez pas surpris si les films sont décalés, parce que perdre autant d'argent, ce n'est pas viable économiquement. Je vous l'ai dit, hein, on n'a peut-être pas cette impression, mais le cinéma, en termes de rentabilité, c'est très faible, sauf quelques exceptions rares, comme les blockbusters qui cartonnent réellement, mais on va en parler dans la section box-office, vous allez voir que c'est pas gagné même pour des grosses licences. Et cette année est le meilleur exemple. Mais si on parle de licence, Bonnie Arons, qui interprète la nonne dans la saga, a porté plainte contre la Warner parce qu'apparemment dans son contrat, une partie des revenus du merchandising, donc les jouets et autres produits dérivés, devait lui revenir, mais apparemment elle n'a pas reçu sa part, du coup elle porte plainte pour recevoir son argent. Ça ne m'étonnerait pas que c'est la dernière fois qu'on la voit interpréter la nonne, malheureusement, c'est toujours comme ça que ça se passe, mais on lui souhaite bon courage parce qu'on connaît Hollywood et la manière dont ils font leur comptabilité pour ne pas payer les acteurs. Putain, c'est fou quand même, les acteurs font vivre leurs films et ils sont même pas foutus de respecter leur contrat. La fameuse comptabilité hollywoodienne dans tous les domaines. En termes de box-office, une catégorie importante cette semaine parce que Oppenheimer est devenu le 4e plus grand succès de la carrière de Christopher Nolan. Il a dépassé Interstellar qui était aux alentours de 700 millions. Oppenheimer a dépassé les 720 millions et va sûrement s'arrêter aux alentours de 850-900 millions box-office international. C'est le film sur la Seconde Guerre mondiale qui a le plus cartonné de l'histoire. C'est mérité, c'est son meilleur film. Je suis grave content pour lui. Je suis content qu'un film comme ça explose quasiment tous les records. Il dépassera pas le milliard, mais il sera parmi les films les plus rentables de l'année. Et ça, c'est hyper impressionnant qu'un biopic de 3 heures avec des morceaux noir et blanc qu'avec du dialogue et autant cartonné. C'est une très bonne chose pour le cinéma pour le coup. Mais de l'autre côté, ce qui est pas forcément surprenant, mais Indiana Jones n'a même pas atteint les 400 millions de box-office international. Sur un budget de 300 millions, c'est catastrophique, mais les pertes sont estimées qu'à 100 millions. Pourquoi? Parce que chez Disney, il y a une grande force de VOD, de merchandising. Lorsque le film sortira en Blu-ray, en VOD, des choses comme ça, les parcs d'attractions, les jouets, ils vont rentabiliser une grande partie du budget, mais ils estiment quand même les pertes à 100 millions. 100 millions, c'est aussi ce que va perdre Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Budget similaire à 300 millions, sauf que le box-office se rapproche lui pour le coup des 600 millions, mais les pertes seront les mêmes parce que Mission Impossible n'a pas les mêmes avantages intrinsèques qu'à un film comme Indiana Jones. Donc malheureusement, ces deux films-là sont des bides. Je suis triste pour Mission Impossible parce qu'il méritait pas le bide. Je trouve que c'est un film absolument formidable, mais c'est le pire film en termes de box-office depuis un long moment pour la saga Mission Impossible, et c'est aussi le pire de la carrière de Christopher McQuarrie en tant que réalisateur pour cette saga. J'espère qu'ils vont pouvoir faire la suite, mais la saga qu'ils voulaient continuer est maintenant financièrement en jeu. Parce que faire un film et perdre 100 millions, ce n'est pas possible. Je vous l'ai dit, hein, sorti au mauvais moment. Ils auraient jamais dû sortir ce film à ce moment-là. Ils auraient dû attendre quelques semaines ou le sortir maintenant, genre en septembre ou même fin août. Il n'y a aucun film qui sort, de gros films en tout cas de blockbuster, qui sort avant novembre. Ils avaient tellement de place pour sortir ce film, mais non, ils ont insisté pour sortir avant le gros phénomène de l'année, qui est Barbenheimer, et ça c'est honteux. The Flash est officiellement le plus grand flop de l'histoire du cinéma. Ce n'est pas une blague. 200 millions de perdus. Le film a coûté sans les reshoots 220 millions. Avec les reshoots, le budget est estimé à 350 millions. Le budget marketing est estimé à 150. Soyons optimistes et disant que le film a coûté 450 millions. Il n'a amené au box-office que 270 millions. Vous pouvez diviser par 2 par rapport aux places de cinéma et faire encore plein d'autres divisions. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais les pertes sont estimées à 200 millions. C'est les pires pertes de l'histoire du cinéma. C'est entre 200 et 300 millions de pertes. Il y a débat entre John Carter, qui était aussi à l'époque le plus gros échec, et Lone Ranger. Deux films qui ne méritaient pas leur échec. Mais The Flash, lui, pour le coup, le mérite. C'est un film catastrophique et il est officiellement rentré dans l'histoire comme le plus gros flop de l'histoire. Même The Meg l'a dépassé. The Meg 2 qui a dépassé les 300 millions sur un budget de 145 millions. C'est pas un énorme succès parce que voilà, le budget est quand même assez élevé et surtout que le premier film avait fait 520 millions. Donc en soi, c'est aussi un petit flop pour ce film. Blue Beetle aussi rentre dans l'histoire comme le pire démarrage de l'histoire du box-office du DC Universe ou du DC Extended Universe pour le coup. Le DCU, ça sera celui qui arrive plus tard. Même pas 40 millions pour un budget de 120 millions, c'est catastrophique. Voilà, à l'échelle internationale, faire 40 millions ton premier week-end qui rapporte le plus d'argent, c'est horrible. Je dis pas que le film le mérite parce que c'est bien meilleur que certains films qui sont sortis cette année, mais cet échec n'est pas une surprise, soyons honnêtes. Élémentaire continue de bien marcher au box-office avec 450 millions au box-office international pour un budget de 200 millions. Avec les parcs, les jouets et tout, peut-être le film va se rentabiliser. Il lui faudrait plutôt atteindre les 500 millions. Avec un budget de 200 millions, c'est ce que Disney dit, hein, les analystes disent aussi, pour espérer être rentable. Pas faire de l'argent, mais être au moins rentable. C'est cool que le film ait continué à cartonner durant tout l'été parce que le film est pas mal et c'est cool que les gens aillent au cinéma tout simplement. Mais l'un des gros succès de l'été, c'est évidemment La Main ou Talk to Me qui a dépassé les 45 millions de dollars au box-office international pour un budget de 4,5 millions. Donc ils ont fait x10. Voilà, un vrai succès et encore une fois, le pouvoir des films d'horreur. Les premières images de Monarch Legacy of Monsters sont sorties. C'est une série Apple TV+, où Wyatt Russell joue une version jeune de son père Kurt Russell. Les gens qui ont fait ce casting, vous êtes des génies. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. On va voir si en termes d'effets spéciaux ça tient.
tient parce que mine de rien, il y a Godzilla dans la série. Amazon avait à l'époque renouvelé la série Périphérique que j'ai honnêtement jamais fini, j'avais pas accroché, mais la première saison était sortie et elle était renouvelée pour une saison 2. Et bien mauvaise nouvelle, la série a été annulée. Je trouve ça diabolique de renouveler une série et ensuite de l'annuler, mais ils l'ont fait et de plus en plus de studios le font régulièrement. C'est beaucoup trop mesquin, je suis pas fan du tout. Quelques news Disney, il faut savoir que les artistes d'effets spéciaux qui bossent sur les films Marvel vont voter pour se syndiquer. J'en parlerai plus en détail si le vote est un succès ou pas, mais un syndicat des artistes d'effets spéciaux, quand vous voyez ce que les syndicats des acteurs et des scénaristes font en ce moment à Hollywood, peut vraiment tout changer à Hollywood et on leur souhaite. Encore une fois, si vous êtes des artistes d'effets spéciaux, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur Twitter. J'ai envie d'avoir votre avis et votre témoignage pour une vidéo. N'hésitez pas. Et si je ne vous ai pas répondu ou je vous ai pas laissé un vu, insistez parce que je reçois beaucoup de messages. Disney a eu l'intelligence de sortir Prey en 4K Blu-ray. C'est pas le genre de film que j'achèterais personnellement, mais le fait qu'un film de streaming sorte pour le coup en format physique, j'ai presque envie de soutenir cela et on souhaite que plus d'œuvres sortent en Blu-ray alors qu'elles sont uniquement disponibles à la base en plateforme de streaming. Parce que quand on voit comment les plateformes de streaming suppriment des œuvres, il faut une version physique. L'affiche de Shogun a aussi été révélée, c'est tout ce qu'on a. Il y a le casting, mais pas plus. J'espère que ça sera bien, vraiment, parce que les séries historiques, c'est mortel. La grosse polémique de la semaine, c'est évidemment Rachel Zegler qui depuis quelques semaines se fait un peu harceler sur les réseaux. Et écoutez, je vais la défendre. Pourquoi est-ce que je vais la défendre? Pour plusieurs raisons. Donc un peu de contexte. Rachel Zegler va jouer Blanche-Neige dans le remake live action du film des années 30 et des interviews sont sorties d'elle où elle dit qu'elle n'était pas intéressée par le personnage et qu'ils veulent changer l'histoire. Il n'y aura pas des nains, ce sera des créatures magiques. Le prince ne sera pas exactement la même chose parce que ce sera un film féministe et plein de choses comme ça qui ont énervé les gens et surtout les anti-woke. C'est un peu ça le sujet et en plus de ça, elle a fait des revendications, manifestations pour les acteurs et pour la grève où elle disait que les acteurs méritent d'être mieux payés et des gens l'engueulent pour ça et l'harcèlent pour ça. Bon, pour le coup, le côté il mérite d'être mieux payé, c'est la vérité. Maintenant, moi je vais vous dire un truc. Premièrement, tous les gens qui se plaignent qu'elle soit pas forcément très blanche, Rachel Zegler, même si elle est blanche, c'est juste qu'elle est pas blanche comme neige. Le maquillage, ça existe, on verra à quoi elle ressemble dans le film, mais à la limite, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Premièrement, depuis quand est-ce que vous en avez quelque chose à faire de Blanche-Neige? Pourquoi à ce point? Pourquoi est-ce que vous en avez autant quelque chose à faire? Le film d'origine existera quoi qu'il arrive. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que Disney, et ça me fait chier de défendre Disney, mais Disney ne pouvait pas gagner. Ensuite, lorsque c'est Harrison Ford qui critique Han Solo, on vous entend pas. Là, c'est Zegler qui critique Blanche-Neige, d'un coup, vous êtes offusqué. Je vais pas dire que c'est du sexisme, mais il y a un truc. Oui, c'est très mauvais marketing de sa part, on est d'accord sur ça. La manière dont elle fait les interviews, c'est pas une ambiance très plaisante, et elle montre un peu de dédain et de mépris, qui je trouve n'aide pas du tout le film, et qui, on le sait très bien, sera sûrement catastrophique, et que personne n'a vraiment envie de voir. Moi, je vais défendre le film dans cette vidéo, mais ça va être à chier. Et lorsque le film sortira, je le regarderai et je pense que ça sera à chier. Disney ne pouvait pas gagner pour une simple et bonne raison. Prenez les trois situations possibles. Disney refait un remake plan pour plan du film. Tout le monde s'énerve parce que c'est un remake inutile, plan pour plan du film original qui berce les gens dans la nostalgie. Deuxièmement, ce que disent beaucoup de personnes, si vous changez l'histoire, ne l'appelez pas Blanche-Neige. Imaginons que Disney fait un film qui ressemble beaucoup à Blanche-Neige, mais en changeant quelques trucs, ils vont se faire sauter dessus parce que ça ressemble trop à Blanche-Neige et tout le monde va dire que c'est un plagiat. Manque d'originalité, des choses comme ça. Disney font ce qu'ils veulent, on est d'accord sur ça. Ils adaptent ce qu'ils veulent de la manière qu'ils veulent et je vous entends jamais gueuler d'ailleurs, lorsque c'est Blanche-Neige en mode film d'horreur. Pourquoi là vous gueulez d'un coup? Lorsque c'est des contes au libre d'endroit qui sont réinterprétés, vous gueulez pas, mais là vu que c'est Disney, vous gueulez. Et cette troisième possibilité, c'est ça en fait, c'est Disney qui décide de reprendre le nom de Blanche-Neige, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et de changer quelque chose. Les gens allaient se plaindre que c'est trop différent de l'œuvre originale. Disney ne pouvait pas gagner. Et honnêtement, j'ai toujours critiqué Disney sur leur manque d'originalité, sur le fait qu'ils faisaient toujours les mêmes remakes à la con. Pour une fois qu'ils font un remake qui sera, on l'espère, un peu différent, avec de nouvelles idées, on leur saute quand même dessus. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Honnêtement, je ne sais pas ce que Disney aurait pu faire dans cette situation. Dans tous les cas, les gens allaient leur sauter dessus. Il n'y avait pas moyen de gagner. Et moi, limite, je suis content qu'ils prennent cette direction parce qu'au moins, je verrai pas le même film des années 30 en mode live action. Ça m'intéresse pas. Là, il y aura quelques différences, peut-être, on verra bien, qui seront peut-être intéressantes. Oui, ils jouent leur côté wokisme, féministe, ils ont pris une hispanique pour jouer Blanche-Neige et des choses comme ça. Oui, c'est Disney, c'est le wokisme, on est habitué, mais ils ne pouvaient pas gagner. Et je suis désolé, l'harcèlement que subit une gamine, bon allez, une jeune adulte, disons de 22-23 ans, qui vient à peine de percer, certes, elle a mal géré des interviews et des choses comme ça, ce n'est pas normal d'harceler comme ça une gamine. J'ai vu des centaines de TikTok, j'ai vu des commentaires horribles. Elle gère mal le marketing, on est d'accord, elle a besoin d'entraînement, elle a besoin de mieux discuter, de mieux parler, de mieux s'exprimer, en tout cas des œuvres qu'elle traite, on est d'accord sur ça, mais les jeunes, il y a un moment, calmez-vous quoi. Donc oui, je la défends, je défends pas le choix de Disney parce que juste l'idée de refaire un film Blanche-Neige, je trouve que c'est une idée de merde, mais ils pouvaient pas gagner. Et ça, faut le comprendre, il y avait pas moyen de gagner. Critiquez autant que vous voulez, il y a des critiques légitimes, sauf les critiques qui sont sur le wokisme et des choses comme ça on s'en fout. Prenez le film et vous
allez dire, non mais Reg, toi qui aimes The Witcher par exemple, t'es énervé parce qu'ils ne respectent pas The Witcher et les livres. Je suis uniquement énervé parce que c'est pas bien. S'ils respectaient pas les livres, mais que la série était bien, je ne dirais rien. Donc là, ils ne respectent ni les contes, qu'ils n'ont jamais voulu adapter, d'ailleurs, les contes Disney, ni le film original. Laissez une chance au film. Soyez un peu ouvert d'esprit. Dites-vous que peut-être, ça peut le faire. Oui, les choix qu'ils ont faits sont liés au wokisme, Disney et tout, on est d'accord. Californien, c'est d'un cynisme beaucoup trop commun. Mais il y a un moment, en tant que film, si on oublie ce qui se passe autour, acceptez pour une fois un peu des choses différentes. Je ne comprends pas ce que les gens veulent. Je ne comprends plus aujourd'hui. Quand je vois ce qui s'est pris dans la gueule, je ne comprends pas. Deux petites news pour finir. Une Netflix. Warrior Nun, qui était prévue à la base pour une 3e saison, n'aura pas de 3e saison. La 3e saison a été annulée. Cependant, une trilogie de films aura lieu, qui ne sera pas forcément produite par Netflix, mais la franchise, pour ceux qui aiment, va continuer. Et une dernière news jeu vidéo qui me fait un peu plaisir en tant que joueur. Spider-Man 2 sera disponible en 4K dynamique 60 FPS. Donc un mode 60 FPS est disponible. Honnêtement, moi, peu importe si c'est la Full HD ou la 4K, si ça choisit entre 4K 30 FPS et 1080p 60 FPS, je choisis toujours les 60 FPS. Mais en plus de ça, il y a quand même un mode 4K natif, 30 FPS avec Ray Tracing. Et je dois admettre que le Ray Tracing dans le premier jeu, surtout que j'ai fait sur PC, entre le Ray Tracing on et off, la différence était assez massive. Je vais quand même jouer en 60 FPS, mais je suis content que l'option 4K 60 FPS existe. Je vais m'arrêter là. Je suis désolé si je suis un peu fatigué, mais vous savez qu'à chaque fois que je pars en vacances, je fais plein de vidéos à l'avance et je dors très peu les nuits d'avant. En même temps, j'ai mon travail à côté. Donc c'est pas évident, mais je vous promets quand même des vidéos. On n'arrête rien. J'ai envie d'avoir votre avis sur tous ces sujets. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.